Lorsque je suis entré dans cette salle d'audience, ma fille Mélanie a laissé échapper un rire nerveux. Mon gendre, Grégoire Valois, a simplement secoué la tête comme si j'étais une blague pathétique. Mais le juge a levé les yeux. Son visage est devenu livide. Son marteau lui a glissé des mains tremblantes tandis qu'il murmurait un nom que personne dans cette salle ne connaissait. Le scalpel. Il me fixait droit dans les yeux. Ma famille pensait enfermer un vieil homme sénile. Il ne savait pas qu'il venait de déclarer la guerre à un fantôme. Tout a commencé par une insulte que j'étais censé ignorer. C'était un dimanche. J'étais assis au bout d'une immense table en acajou, dans leur propriété des environs de Versailles. Mélanie et Grégoire tenaient dans leur cour. « La piscine à débordement n'est pas négociable, Greg », disait Mélanie d'une voix tranchante. « Elle doit avoir l'air de se déverser directement dans le parc. » Grégoire, dans son costume sur mesure toujours trop ajusté, ne levait pas les yeux de son téléphone. « Ce que tu veux, chérie, dès que l'affaire de Bourgogne se conclut, tu pourras avoir une piscine remplie de champagne. » Il se vantait. C'est un coup à 9 chiffres garantis. Il parlait à travers moi, comme si j'étais un meuble hérité qu'on ne sait où placer. Je m'appelle René, j'ai 71 ans, et j'étais invisible. Depuis qu'Isabelle, mon épouse, était décédée il y a 10 ans, j'avais fait ce que je pensais être juste. J'avais vendu notre maison familiale en Normandie et acheté la maison d'hôte sur cette propriété. Je voulais être proche de ma fille unique. Je pensais que c'est ce qu'Isabelle aurait voulu. Mon petit-fils Thomas, 16 ans, semblait être le seul à reconnaître ma présence. « Grand-père, mon match de demi-finale est la semaine prochaine. Tu veux venir ?» Avant que je puisse répondre, Grégoire l'a coupé. « Thomas, n'embête pas ton grand-père. Il a besoin de repos. Il est vieux. » Mélanie a ri. Un son léger et aérien qui coupait plus profond qu'un couteau. « Il a raison, mon chéri. Laisse-le tranquille. Il est probablement fatigué rien qu'à rester assis. Il décidait pour moi. Il diagnostiquait mes niveaux d'énergie, mes désirs, mon existence entière sans un seul regard dans ma direction. J'avais fait de mon silence de la patience. Je voyais maintenant que c'était juste une permission. 3 jours plus tard, Grégoire a frappé à ma porte avec une bouteille de vin hors de prix. Il savait que je ne buvais pas. Mon cardiologue avait été clair après mon pontage. Ce geste n'était pas de la gentillesse, c'était de la mise en scène. « René, je suis assis sur l'opportunité d'une vie, un complexe en Bourgogne. C'est presque bouclé, mais on a un petit problème réglementaire. J'ai juste besoin d'un petit prêt relais. 500 000 €. Il s'est penché en avant. Tu possèdes cette maison d'hôte, il suffit de mettre un peu de levier dessus. 6 mois maximum. Je te rends 700 000. C'est du 40% de retour, René. Grégoire, ai-je dit d'une voix parfaitement calme, j'ai 71 ans. Mes jours de prise de risque sont derrière moi. Ma réponse est non. Le changement a été immédiat. Le sourire a disparu, remplacé par une fureur reptilienne et froide. Incroyable. Après tout ce qu'on fait pour toi. Tu vis ici sur notre terrain, sans loyer. J'ai payé pour cette maison, Grégoire, l'ai-je interrompu calmement. Mon Dieu, tu es un vieil homme égoïste. Ce qu'il ne savait pas, ou avait commodément oublié, c'est que lorsque j'avais acheté cette maison d'hôte, il y a 10 ans, j'avais également acheté les 2 hectares sur lesquels son manoir était construit. Son bail amphithéotique de 99 ans pour 1 € symbolique par an était avec moi. Il vivait sur mon terrain. Il n'en avait aucune idée. Il a jeté la bouteille sur ma table basse. Tu vas le regretter, vieil homme. 1 semaine plus tard, je me suis réveillé à 3 heures du matin avec une douleur sourde dans la poitrine. De l'angine de poitrine. Stress. Mon cardiologue m'avait prévenu. J'ai appelé Mélanie. Elle a répondu à la 4e sonnerie, sa voix épaisse de sommeil et d'agacement. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le milieu de la nuit. Ma chérie, je ne me sens pas bien. J'ai des douleurs thoraciques. Tu peux me conduire à la clinique ? » Un soupir lourd. « Papa, sérieusement, j'ai la réunion importante du gala caritatif demain matin. Je ne peux pas. Appelle le 15 si c'est si grave. N'exagère pas. » Clic. Elle a raccroché. J'ai appelé un Uber. Un inconnu m'a conduite aux urgences. C'était de l'angine induite par le stress. Ils m'ont donné de la nitroglycérine et m'ont gardé en observation 4 heures. À 9 heures, ils m'ont libéré. J'ai appelé un autre Uber pour rentrer.
En arrivant, j'ai vu le Range Rover blanc perle de Mélanie, garé devant le spa de Neuilly. Sa réunion caritative. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose devait changer. Le lendemain matin, un livreur m'a remis une enveloppe épaisse, une assignation, une pétition légale. Les pétitionnaires, Grégoire Valois et Mélanie Valois. Le défendeur, moi. Ils demandaient une tutelle d'urgence. Ils me réclamaient mentalement incapable. Ils affirmaient que j'étais sénile. Ce n'était pas une insulte. C'était une exécution légale. J'ai tourné la page. Pièce A. Un rapport diagnostique d'un certain Dr Pierre Lemoine. Il affirmait que je présentais des signes graves de démence, des délires paranoïaques et une incapacité à comprendre les réalités financières. Pierre Lemoine. Un rire froid m'a échappé. Je n'avais jamais rencontré personne de ce nom de toute ma vie. Je n'ai pas frappé. J'ai traversé la pelouse et je suis allé droit à la piscine où ils étaient allongés, détendus comme deux prédateurs attendant leur proie. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Mélanie a vu les papiers dans ma main. Grégoire s'est retourné avec un faux sourire. « Papa, après ton incident cardiaque, on a réalisé que tu ne peux plus t'occuper de toi-même. Tu es confus. » J'avais une indigestion, Grégoire. Il a balayé ma réalité. Tu as besoin de quelqu'un pour gérer les choses. J'ai regardé Mélanie. C'est ce que tu veux? Signer que ton père est fou? Ses yeux étaient nés froids. C'est ce qui est le mieux, papa. On t'aime. Amour. Le mot avait un goût de cendre. Grégoire a explosé de rire. On se voit au tribunal, vieil homme. Tu ferais mieux de te trouver un avocat commis d'office. C'était le moment. L'homme qu'il croyait fragile est mort. Quelque chose d'autre s'est réveillé. De retour chez moi, j'ai fermé la porte. Le verrou a claqué. Il n'avait jamais vu l'autre porte, cachée derrière mes vieux costumes, verrouillée par un scanner biométrique. Le voyant est devenu vert. Un déclic silencieux. Mon vrai foyer, pas de lit, pas de fauteuil, des étagères du sol au plafond, 3 écrans, un mur de classeur, un système satellitaire crypté. Grégoire pensait que j'étais un comptable retraité. Il n'avait aucune idée. Il y a 30 ans, à Paris, j'étais l'enquêteur principal de la brigade financière. Les PDG du CAC 40, les sénateurs corrompus m'appelaient le scalpel. Je disséquais l'argent. Je trouvais les comptes cachés, les registres secrets. J'ai envoyé 12 cadres en prison avec une seule feuille de calcul. J'ai tout abandonné quand Isabelle a reçu son diagnostic. Je suis devenu mari, veuf, père, grand-père invisible. J'ai laissé le scalpel mourir. Aujourd'hui, il lui donnait une raison de revenir. J'ai décroché le combiné sécurisé et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 10 ans. Aveline Hébert. Aveline, c'est René. Choc, reconnaissance. Monsieur René. Mon Dieu, mon père demande toujours ce qui est arrivé au scalpel. Je suis dans la région parisienne. J'ai besoin de toi demain. Amène ta meilleure équipe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déposé une demande de tutelle. Ils prétendent que je suis sénile. Un rire brutal d'incrédulité. Ils n'ont aucune idée de qui ils viennent d'essayer de mettre en cage. Compris, scalpel. Dites-moi où vous voulez que je fasse la première incision. Aveline est arrivée à 10 heures précises. Simple tailleur pantalon sombre, chignon sévère, yeux d'acier froid. Une seule mallette mince. Substance, pastille. L'opposé de Grégoire. Elle est entrée dans mon bureau caché. Ils n'ont vraiment aucune idée, n'est-ce pas? Pièce A, Dr Pierre Lemoine. Elle a scanné le document, sorti sa tablette. Donnez-moi 3 heures. Prends-en 2. Je t'appelle dans 1 heure. Ma ligne a sonné 58 minutes plus tard. René, tu ne vas pas croire ça. Le docteur Pierre Lemoine n'est pas psychologue, ni psychiatre, ni neurologue. Qu'est-ce qu'il est? C'était un dentiste. Un dentiste. Un homme qui avait signé un document me déclarant mentalement incompétent. L'ordre a révoqué sa licence il y a 5 ans. Fraude d'assurance massive, prescription illégale d'opioïdes. Il dirigeait un trafic depuis Créteil. Comment Grégoire l'a-t-il trouvé? Connexion financière. Quand Lemoine a été arrêté, caution fixée à 100 000 euros. Un garant a cosigné, une SARL. Valois Holdings SAS. Mon Dieu, Grégoire ne l'avait pas trouvé la semaine dernière. Il le possédait depuis 5 ans.
payer sa caution. Garder cet atout compromis en laisse pendant une demi-décennie, en attendant le jour où il aurait besoin qu'un médecin signe un papier. Ce n'était pas impulsif, c'était prémédité. Continue à creuser, Aveline. Je m'occupe des chiffres. J'ai fermé la porte. Le monde s'est rétréci à mes 3 moniteurs. J'étais un fantôme numérique sur le point de hanter chaque serveur de Grégoire. Il avait fait une erreur fatale, utiliser la même adresse email pour toutes ses SARL. gregvaloisa@hotmail.com. Un compte qu'il croyait mort. J'ai passé l'adresse dans les bases de données de la brigade financière. Porte dérobée jamais fermée. En 20 minutes, une touche. L'email était lié à une salle de données sécurisée avec Citadel Apex Capital. Des capitalistes vautours. C'était un bain de sang. L'accord de Bourgogne. Catastrophe catégorique. 50 millions d'euros perdus. Rapport falsifié. Entrepreneurs qui déposèrent des privilèges. Citadel Apex avait découvert. Email final, envoyé le lendemain de mon refus. Appel de capital. 5 millions d'euros. 10 jours ouvrables. S'il ne payait pas, clause de garantie croisée, tout serait saisi. Le manoir, les voitures, chaque centime. Une question froide s'est formée. Grégoire était en faillite. Où avait-il trouvé l'argent pour le procès? Les avocats exigent des provisions. Le docteur Lemoine aurait exigé du cash. Mon esprit est revenu au dîner. À Mélanie se vantant de sa charité. Le gala. La collecte de fonds. Mon cœur s'est serré. La Fondation Isabelle. Plusieurs millions d'euros pour financer la recherche sur le cancer. J'avais nommé Mélanie directrice. Je lui faisais confiance. J'ai appelé la banque à Genève. J'invoque mes droits de fondateur. Relevé complet des 12 derniers mois. 5 minutes. Ma boîte a sonné 3 minutes plus tard. Valeur totale, censée dépasser 3 millions. Le chiffre, 412 000 euros. Mon sang s'est transformé en glace. 150 000 euros à Valois Holdings. 80 000 euros à Ella Premier Events, société écran de Grégoire créée il y a 3 mois. J'ai cliqué sur l'échec scanné. La signature autorisant les transferts. Mélanie Valois. J'ai fermé les yeux. Pas de la faiblesse. De la complicité active. Elle volait de l'argent destiné aux patients atteints de cancer. D'un fonds nommé d'après sa mère. Pour financer l'attaque contre moi. Elle a cessé d'être ma fille. Elle est devenue l'ennemi. J'ai fixé la signature de Mélanie sur le chèque scanné. À ce moment-là, le chagrin que je ressentais, le choc, la tristesse profonde, tout ça n'a pas simplement disparu. Ça s'est évaporé, remplacé par quelque chose d'autre. Quelque chose de froid, tranchant et parfaitement clair. Le scalpel était de retour en chirurgie. J'ai décroché la ligne sécurisée. Aveline? Elle a répondu à la première sonnerie. Changement de plan, Aveline? Quel changement de plan? Nous ne sommes plus en défense, ai-je dit. Nous n'allons pas réfuter leur cas. Nous allons les finir. Nous allons déchirer tout ça. Racines et tiges. J'en ai fini. Il y a eu un silence sur la ligne. René, qu'est-ce que tu as trouvé? La signature de ma fille sur des chèques de la fondation de ma femme. Ils ont utilisé l'argent d'Isabelle pour financer cette attaque. Mon Dieu, René. Garde ta sympathie, ai-je dit. J'ai besoin de donner. Tu as trouvé le fonds vautour avec lequel il est au lit, celui qui est sur le point de l'anéantir. J'ai besoin de leur nom maintenant. J'ai entendu le clic rapide et précis de son clavier. Il est en défaut envers un fonds appelé Citadel Apex Capital. René, ces types sont des monstres. Ils ne négocient pas. Ils liquident simplement. Je sais exactement qui ils sont, ai-je dit. Et pour la première fois en une décennie, un sourire froid et mince a touché mes lèvres. Citadel Apex Capital. Je n'étais pas simplement familier avec le nom. J'étais familier avec l'homme qui l'avait construit de toutes pièces. Jacques Jim Callahan. Il y a 30 ans, Jim Callahan était juste un jeune trader arrogant et impétueux qui s'était empêtré dans le scandale de la société Enright. La SEC allait l'inculper. Ils allaient le poursuivre pour complicité et le jeter en prison fédérale pendant 20 ans. Ils étaient convaincus qu'il faisait partie de la fraude. Ils avaient tort. Il était cupide, oui. Arrogant, absolument. Mais il n'était pas un criminel. Pas à l'époque. J'étais l'enquêteur principal sur cette affaire.
J'étais celui qui avait passé 3 nuits blanches à creuser dans les données du serveur, au-delà des registres trafiqués, et j'avais trouvé les preuves à décharge. Les transactions horodatées originales qui prouvaient que Jim était une victime de la fraude, pas un participant. Je l'ai sauvé. J'ai sauvé sa carrière. Je l'ai sauvé de prison. Je l'ai fait parce que c'était la vérité. Et mon travail était de faire en sorte que les livres s'équilibrent. Jim Callahan est allé construire Citadel Apex en un empire d'1 milliard de dollars. Il n'a jamais oublié. Il m'avait appelé une fois, il y a 10 ans, après qu'Isabelle soit décédée. Sa voix était calme. « René, avait-il dit, je sais ce que tu as fait pour moi. Si tu as jamais besoin de quoi que ce soit, une nouvelle vie, une nouvelle carrière, un chèque en blanc, tu n'as qu'à appeler. Je n'avais jamais appelé, jusqu'à aujourd'hui. Aveline, ai-je dit, ma voix tout à faire. Je vais m'occuper de Citadel Apex. Toi, j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'autre immédiatement. J'ai besoin que tu rédiges un acte de saisie. Un acte? Sur quel motif? Nous n'avons pas de jugement, René. Tu l'auras, ai-je dit. J'ai changé de ligne, mes doigts composant déjà un numéro que je connaissais par cœur. Une ligne directe privée vers le bureau personnel de Jim Callahan. Son assistante a essayé de me bloquer. Monsieur Callahan est en réunion de conseil. Dites-lui que le scalpel est en ligne, ai-je dit. Dites-lui que c'est à propos d'Enright. J'ai été en attente pendant moins de 3 secondes. René? Sa voix était tonitruante, confiante, mais portait une trace de peur. La peur d'un fantôme du passé. René? Est-ce que tout va bien? Bonjour Jim, ai-je dit. Ça fait longtemps. Je n'appelle pas pour les vieux jours. J'appelle pour encaisser mon jeton. Silence. Puis un mot. Vas-y. Tu as un prêt en cours à un homme nommé Grégoire Valois, un projet en Bourgogne. Il est en défaut. Il est en faillite. Valois. Je l'ai entendu taper. Ouais. Un désastre de 50 millions. Mon équipe s'apprête à saisir ses actifs lundi. Le type est un imbécile. Je ne veux pas que tu saisisses ses actifs, Jim. Je veux que tu me vendes la dette. Toute. La note, la garantie, le défaut, tout. Te la vendre, René, c'est du papier toxique. C'est... Je ne l'achète pas comme investissement, ai-je dit. Je veux être son seul créancier. Je vais virer l'intégralité du principal dû, les 5 millions tout de suite depuis une fiducie aveugle. Aucune trace de papier vers moi. Juste un transfert discret de propriété. Il était intelligent. Il n'a pas demandé pourquoi. Tu veux être le monstre, René? D'accord. Tu m'as sauvé la vie. C'est le moins que je puisse faire. Il a aboyé des ordres à quelqu'un hors du téléphone. Mes avocats vont exécuter le transfert. Ce sera fait dans 1 heure. La dette est à toi. Merci, Jim. Non, René, a-t-il dit, sa voix mortellement sérieuse. Merci. Bonne chasse. J'ai raccroché. J'ai rappelé Aveline. C'est fait, ai-je dit. Citadel Apex ne détient plus la note. C'est moi. Aveline a halté. J'ai pu entendre son inspiration brusque. René, tu as acheté sa dette. Tu es sa banque. Je suis son cauchemar, ai-je corrigé. Maintenant, finis de rédiger cet acte de saisie. Il est en défaut sur un prêt de 5 millions d'euros envers moi. Je veux le privilège sur ce manoir. Je veux ses voitures. Je veux sa SARL Valois Holdings. Je veux tout. J'aurai le huissier à sa porte dans 1 heure. Non, ai-je dit. Tu gardes ce papier. Il s'attend à un combat sur ma sanité. Il n'a aucune idée que toute sa vie est en jeu. Nous n'allons pas le lui signifier. Nous n'allons pas l'avertir. J'ai regardé la date sur la pétition. La date du tribunal. Nous allons entrer dans cette salle d'audience et nous allons le lui remettre, juste devant le juge. Nous étions dans un long couloir fluorescent à l'extérieur de la salle 5B. Aveline m'a regardé, son visage impassible, tenant une seule mallette mince. « René, tu es prêt ?» J'ai ajusté les manchettes de ma chemise. Je ne portais pas les pulls doux et les pantalons en velours côtelé auxquels ils étaient habitués. Je ne portais pas les vêtements d'un homme s'estompant dans l'invisibilité beige. Aujourd'hui, je portais une armure. C'était un costume gris anthracite, à simple boutonnage de Savile Row. Je ne l'avais pas porté depuis plus d'1 décennie. La dernière fois que je l'avais enfilé, j'entrais dans une salle d'audience pour témoigner devant le comité sénatorial des finances. Il allait toujours parfaitement.
J'avais fait couper mes cheveux. J'étais rasé de près. Je n'étais pas l'homme qu'il pensait que j'étais. J'étais l'homme que j'avais été. Je suis prêt, ai-je dit. Les portes se sont ouvertes. Nous sommes entrés. La salle d'audience était petite, beige, et sentait le café rassis et la cire bon marché. C'était exactement le genre de pièce sans joie où des vies sont silencieusement démantelées. Grégoire et Mélanie étaient déjà assis à la table des pétitionnaires. Ils chuchotaient, gaiement dans l'anticipation. Leur avocat, un homme dans un costume brillant avec trop de gel dans les cheveux, mélangeait des papiers, l'air suprêmement confiant. Puis ils m'ont vu. J'ai regardé le visage de ma fille. Elle a levé les yeux, m'a vu dans mon costume, et un rire nerveux et réprimé lui a échappé. Elle a mis sa main sur sa bouche, mais ses épaules tremblaient. Elle s'est penchée et a chuchoté quelque chose à Grégoire. Je pouvais presque l'entendre. « Regarde-le. Papa pense que c'est un enterrement ou quelque chose comme ça. » Grégoire m'a simplement regardé. Ses yeux ont parcouru mon costume, ma posture, et il a simplement ricané. Il a secoué la tête lentement, un regard de mépris profond et pitoyable sur son visage. Pour lui, ce n'était pas de la dignité. C'était un dernier effort pathétique. Un animal mourant gonflant sa fourrure. Son avocat m'a jeté un coup d'œil, m'a évalué comme un vieil homme fragile de 71 ans, jouant à se déguiser, et m'a congédié. Il est retourné à ses notes. Il n'avait aucune idée. Je me suis assis à la table des défendeurs. Aveline a placé sa mallette mince sur la table et s'est assise à côté de moi, un pilier de force tranquille et enroulé. Nous n'avons rien dit. Nous avons juste attendu. « Levez-vous » a intoné l'huissier, sa voix blasée. Nous nous sommes levés. Le juge est entré par une porte latérale, revêtu de sa robe, l'air fatigué. Il ressemblait à un homme qui avait vu trop et était payé trop peu. Il s'est installé dans son fauteuil haut, le cuir gémissant sous son poids. « Veuillez vous asseoir. » Il a mis une paire de lunettes à monture dorée et a pris le dossier du jour. Sa plaque nominative indiquait « Juge Jean Carmichael ». « Bonjour » a-t-il marmonné, sa voix monotone. « Nous sommes ici pour le premier point de l'ordre du jour. Affaire numéro 881B, concernant la tutelle de René. » Il a lu le nom, puis, comme le voulait la procédure, il a levé les yeux de ses papiers. Il a regardé par-dessus ses lunettes pour identifier le défendeur. Il m'a regardé droit dans les yeux. L'air a quitté la pièce. Le juge ne s'est pas simplement arrêté. Il s'est figé. Son visage, qui avait été un masque de bureaucratie fatigué, est devenu blanc, cendré. Ses yeux, agrandis par les lunettes, se sont écarquillés d'incrédulité. Le stylo à billes bon marché qu'il tenait lui a glissé des doigts. Il a claqué bruyamment sur le bureau en bois, l'écho résonnant dans la salle d'audience morte et silencieuse. Grégoire et Mélanie le fixaient, confus. Leur avocat a levé les yeux, agacé par l'interruption. La main du juge, celle qui avait laissé tomber le stylo, tremblait visiblement. Il me fixait, sa bouche légèrement ouverte. Il s'est penché en avant, s'oubliant dans le microphone col de cygne sur son bureau. Et dans une voix qui était censée être un murmure, mais qui a été captée et amplifiée, une voix de choc pur et non adultérée, il a dit une chose. « Mon Dieu, est-ce que c'est vraiment lui ?» Toutes les têtes dans la salle d'audience ont pivoté. Ils ne regardaient plus le juge. Ils me fixaient tous. Les visages de Grégoire et Mélanie étaient vides de confusion. Que se passait-il? Ce n'était pas dans leur plan. Je l'ai reconnu aussi. Oh oui, je l'ai reconnu. Jean Carmichael. Mais l'homme que je connaissais n'était pas un juge de 60 ans au visage las. L'homme que je connaissais était un procureur adjoint américain de 35 ans, terrifié, ambitieux et complètement dépassé. On lui avait confié la plus grande affaire de sa jeune carrière, la fraude de la société Enright, une maison de cartes d'1 milliard de dollars. Et il était en train de perdre. Son cas s'effondrait. Ses témoins vedettes étaient discrédités. Il était sur le point de perdre. Et ça aurait mis fin à sa carrière avant qu'elle ne commence. Jusqu'à ce que son témoin expert prenne la barre. J'étais ce témoin expert. J'étais l'homme qu'ils ont fait venir quand les chiffres étaient un enchevêtrement de mensonges.
J'étais celui qui, en un seul jour, avait pris une fraude d'1 milliard de dollars et l'avait exposée sur une seule feuille de calcul pour que le jury la voie. J'étais celui qui avait envoyé 12 PDG et leurs comptables en prison. Jean Carmichael ne m'avait pas juste connu. Je l'avais fait. Je lui avais remis sa carrière sur un plateau d'argent. Le juge Carmichael avait le visage pâle. Il serrait les bords de son bureau. Il ne regardait plus un vieil homme sénile. Il regardait un fantôme de son passé. Il regardait l'homme qu'on appelait le scalpel. Il a finalement arraché ses yeux de moi et s'est tourné lentement, délibérément, vers la table des pétitionnaires. Il a fusillé du regard l'avocat souriant et élégant de Grégoire. « Maître, » a dit le juge, sa voix n'étant plus fatiguée, mais tranchante, froide et dangereuse. « Êtes-vous conscient de qui est votre défendeur » L'avocat, déconcerté, s'est levé. « C'est René, votre honneur, un retraité. » Le juge Carmichael a laissé échapper un souffle court et dur. Ce n'était pas un rire, c'était un avertissement. « Non, maître, » a-t-il dit, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « C'est René le scalpel. Bonne chance, vous allez en avoir besoin. »